Alors, nous sommes maintenant en direct avec l'Égypte, Sharm el-Sheikh, en direct de la COP27. Vous savez que c'est le dernier jour de la COP27. Eh bien, nous accueillons François Gémen. Bonjour François Gémen, vous nous entendez Bonjour. bien. Vous êtes Je vous entends bien. politologue, chercheur, prof à Sciences Po. Vous êtes spécialiste des politiques d'adaptation au réchauffement climatique, entre autres choses, et vous êtes également membre du GIEC. Alors, ma première question concerne la COP27, où vous vous trouvez donc. On est en train de la clore. Chaque année, on nous dit que c'est la COP de la dernière chance, et en même temps, les choses ne cessent d'empirer chaque année. En quoi cette COP de Sharm el-Sheikh n'a pas été une COP de plus, si je puis dire? Toutes les COP, en réalité, seront des COP de plus. Il faut bien réaliser qu'on est sur une négociation qui n'a pas de fin. Comme on a engagé un changement climatique qui est irréversible et qui sera avec nous au moins jusqu'à la fin du siècle, ça veut dire que nous allons devoir continuer à coopérer, à mettre en commun nos efforts. Et donc, on ne peut jamais espérer qu'il y ait une négociation qui arrive à un point final. C'est le premier élément qui est important à comprendre. Le deuxième élément qui fait que nous sommes un peu systématiquement déçus des COP et que chaque année nous nous demandons est-ce que cette COP va enfin sauver le climat, c'est qu'il faut comprendre qu'aucune COP ne peut sauver le climat. Et le problème, c'est que chaque année, nous attendons trop des COP, nous attendons des choses qu'elles ne peuvent pas donner. Et en réalité, même la COP la plus réussie ne pourra jamais sauver le climat parce qu'une COP, ce n'est au fond qu'une assemblée générale, l'équivalent d'une assemblée générale des copropriétaires, quelque chose que les professionnels du logement et du bâtiment connaissent bien. Si les propriétaires arrivent à l'assemblée générale sans rien vouloir faire, si aucun propriétaire ne veut payer pour la rénovation de l'ascenseur, l'assemblée générale des copropriétaires ne peut pas décider à leur place de rénover l'ascenseur. Alors, C'est pareil avec les COP. Ce sont des chambres d'enregistrement. je comprends bien l'histoire des copropriétaires, mais alors si on revient dans notre appartement ou notre maison, c'est-à-dire l'Europe, la France, on voit que les opinions publiques sont de plus en plus convaincues de la nécessité d'agir pour contenir le changement climatique, et en même temps, on a le sentiment qu'en termes de politique publique, les choses n'avancent pas aussi vite. D'après vous, quels sont les freins? Est-ce que c'est le manque de courage politique ou la radicalité des mesures qui s'imposent à nous, d'une certaine manière? Je pense qu'effectivement, il y a ce décalage patent entre le fait que, d'une part, 86% des Français se disent inquiets, tracassés par le changement climatique, mais qu'il y a un décalage avec les mesures, manifestement, qui sont prises, ou plutôt qui ne sont pas prises. C'est-à-dire qu'on est dans un état d'apraxie, on sait, mais on n'agit pas. Comme un fumeur qui saurait qu'il développe un cancer du poumon, mais qui se trouve malgré tout incapable d'arrêter de fumer. Et je pense qu'une des raisons qui fait que l'on n'agit pas suffisamment, malheureusement, tient un peu à la physique du climat. C'est-à-dire que lorsque nous agissons pour le climat, nous savons que les bénéfices de cette action, ils seront avant tout ressentis par la génération suivante ou par les personnes les plus vulnérables dans les pays du Sud. En d'autres termes, si nous n'agissons pas, c'est aussi parce que nous savons que ceux qui souffriront des conséquences de notre inaction, eh bien, ça ne sera pas directement nous-mêmes, mais ça sera avant tout d'autres que nous, les générations futures ou les pays du Sud. Et donc, autant on est sensible à la question du climat, autant on n'a pas encore l'impression que c'est quelque chose qui va mobiliser nos intérêts. Et je pense que c'est une erreur fondamentale de ne pas nous rendre compte aujourd'hui à quel point la question du climat va transformer nos sociétés et va directement affecter nos intérêts. Plus Alors, tôt on s'en rendra compte, plus on pourra agir efficacement. Alors, on le voit, nous, aujourd'hui, c'est que la question climatique, la question énergétique est au centre notamment de secteurs comme celui du bâtiment. Et dans votre dernier ouvrage, L'écologie n'est pas un consensus, vous parlez de la nécessité d'un optimisme raisonné. Comment faire pour être optimiste dans une période aussi complexe comme celle que nous traversons actuellement? Je pense qu'il faut complètement revoir notre vision du changement climatique. C'est-à-dire qu'on le voit souvent comme un problème binaire, qu'on se dit ça va être gagné ou perdu, c'est blanc ou noir. Et toute une série d'éléments de langage dans le débat médiatique nous donne à penser qu'il s'agit d'un problème binaire. On se dit, est-ce que cette COP va pouvoir sauver le climat? Il nous reste 3 ans pour agir, 5 ans pour agir, 10 ans pour agir. Tout ça nous donne à penser que la pièce va tomber du côté pile ou du côté face. En réalité, le changement climatique n'est pas un problème binaire, mais c'est un problème graduel. Ça veut dire que chaque incrément supplémentaire de température
va faire une énorme différence, va créer énormément de dégâts et de souffrances dans le monde. Ça veut dire que chaque tonne de CO2 qui n'est pas émise va faire une énorme différence. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune action qui soit inutile contre le changement climatique. Et ça, c'est très important. Parce que si on le voit comme un problème binaire, on va trouver mille et une raisons de se décourager. On va se dire, à quoi est-ce que ça sert que la France agisse si la Chine ouvre 2000 centrales à charbon par seconde? À quoi est-ce que ça sert que mon entreprise agisse si le PSG fait Paris-Nantes en jet privé? À quoi est-ce que ça sert que moi j'agisse à mon niveau si mon voisin vient d'acheter un SUV et mange des côtes de bœuf au barbecue tous les midis? Alors, je comprends très bien, mais alors, si on en revient à quelque chose de concret, par exemple, on voit que le secteur du bâtiment est un secteur qui est concerné par les problématiques de réchauffement climatique, à travers, évidemment, notamment l'énergie et le bâtiment. D'après vous, quelle part doivent prendre les entreprises du bâtiment dans l'effort pour arriver à la neutralité carbone d'ici à 2050, qui sont donc les objectifs fixés par la COP de Paris en 2015? Le bâtiment, très clairement, c'est un énorme levier d'action. Et je pense que c'est aussi vraiment dans l'intérêt du secteur du bâtiment de prendre ce sujet à bras le corps, parce que c'est aussi un secteur qui va pouvoir générer énormément de bénéfices, pas seulement des bénéfices sociaux, mais aussi des bénéfices économiques pour le secteur du bâtiment. Très clairement, aujourd'hui, si on regarde l'empreinte carbone de la France, on estime que le bâtiment, c'est à peu près 17% de l'empreinte carbone de la France, 61% pour le logement, 39% pour les bâtiments tertiaires. Ça veut dire que ça implique à la fois les coûts de construction du bâtiment. La construction des bâtiments, c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale à cause essentiellement du ciment. Et puis, évidemment, il y a les questions de chauffage des bâtiments. Et donc, en réalité, en amenant de l'innovation technologique, et aujourd'hui, on commence à produire des ciments qui sont de plus en plus verts et de moins en moins émetteurs de gaz à effet de serre, et la France a intérêt à se positionner en leader sur ce secteur technologique, mais aussi avec l'enjeu de la rénovation thermique des bâtiments, il y a là deux leviers fantastiques à actionner. Un levier technologique d'efficacité énergétique. Comment est-ce qu'on peut faire la même chose en émettant moins de gaz à effet de serre? Et un levier de sobriété. Comment est-ce qu'on peut permettre aux gens de se chauffer tout en épargnant sur leurs factures énergétiques et en ayant des logements qui soient plus efficaces en termes d'énergie? C'est deux leviers fondamentaux pour le secteur du bâtiment. François Gémen, vous restez avec nous. On va prolonger cette question des entreprises engagées sur ce sujet. Avec cette table ronde, j'appelle Catherine Guerniou à nous rejoindre, et Yannick Lehagre, Bastien Losfeld et Rudy Ricciotti. Bonjour. Installez-vous. Soyez les bienvenus. Bonjour. Installez-vous ici si vous voulez bien, par exemple. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Rudy Ricciotti, alors tout le monde vous connaît, vous êtes... Ah bon? Ah bah alors je ne vous présente pas alors. Allez-y. Vous m'enlevez le plaisir de vous présenter, ça va bien. Si vous voulez, mais allez-y et droit au but. Vous êtes architecte et ingénieur, vous êtes l'un des plus grands architectes français connus dans le monde entier, vous êtes prix national d'architecture, vous êtes à l'origine de nombreuses réalisations en France, notamment le MUSEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, la Nouvelle Gare de Nantes ou encore la passerelle de la paix à Séoul. Quand vous entendez François Gémen dire que le bâtiment doit prendre une part plus large à la transition écologique, comment vous réagissez? Comment réagir? D'abord, je suis ravi qu'il ait quand même compris que le béton n'était pas forcément Satan, hein, et qu'il y avait beaucoup de chercheurs en France qui faisaient des innovations extraordinaires. Je suis quand même ravi, un peu rassuré, vous voyez, cher François. Cependant, il y a des valeurs autour des enjeux environnementaux, si l'on veut sortir de la grande messe un peu absconde, c'est de l'étendre, à la question du temps, c'est-à-dire l'empreinte environnementale, c'est l'amortissement dans le temps. Il y a des matériaux dont la durabilité de 100 ans, 200 ans, 300 ans. Il y en a dont la durabilité ne dure pas 10 ans. Il faudra qu'à un moment donné, cette durabilité soit un facteur, un dénominateur de l'évaluation intelligente de l'empreinte environnementale. La deuxième, c'est celle de la frugalité. Évidemment, il faut voir, en 10 ans, le coût du logement social a doublé
les surfaces ont baissé parce que le système de surréglementation produit des équipements au bord de la débilité. Et donc, par voie de conséquence, merci, on détruit le logement social par un goût cynique de la surréglementation. Et ça, j'en appelle à la frugalité. Je n'ai pas de climatisation dans mon bureau. Je suis dans les endroits les plus chauds de France. On n'en meurt pas. Mais peut-être dans le pays des loups, en Ardennes, il faut mettre la clim dans les universités au mois d'août. Vous voyez, ma foi, je ne sais pas, on n'est pas dans le même pays. Mais surtout, le plus important, et là je requiers votre attention, c'est la question de la territorialité. Qu'est-ce que c'est la question de l'empreinte environnementale sans l'étendre à la question du territoire, c'est-à-dire la notion de transport, faire venir des ingrédients de l'autre bout de la planète, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent et que sont très lourdement indicés tous les matériaux qui ont fait un transport territorial très long. Et je termine cette question-là. Après, je ferme ma gueule. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on vous demande. Ça concerne les gens du bâtiment, l'extension à la raison économique et sociale des acteurs qui travaillent en France, payent des impôts en France, payent de la TVA en France, sont assujettis aux droits sociaux. On va. Merci de le comprendre. Ça suffit, la grande messe. Écoutez. D'accord. Plus l'âge, moi. Plus l'âge de la grande messe. Vous comprenez? Non, mais c'est pas une affaire de grande messe, c'est une affaire. La grande messe. Il faut dire la vérité. Mais attendez. La vérité. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire venir des produits de Turquie? Vous savez ce que je fais? Je construis un bâtiment pour les mutualités à Paris. Et on me demande de choisir des échantillons de lavabo, de carrelage, de trucs, la couleur, le robinet. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Alors tout le monde était choqué. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Je ne veux pas savoir. Je ne veux que des produits français que vous choisirez vous-même. Alors, justement, je ne suis pas un mec de crème gâche. Non, attendez. C'est pas compliqué. On va pas s'engueuler. Il y a plein de gens très intéressants qui vont venir compléter ce que vous dites. Attendez une seconde. Je vous parle Yannick Lehagre, vous êtes dirigeant de la société LB Eco Habitat en Bretagne. On parlait de matériaux biosourcés, de matériaux qui ne viennent pas de centaines ou de milliers de kilomètres. Pourquoi le béton de chanvre et où est-ce que vous sourcez votre chanvre? Je vais pouvoir répondre à monsieur. On a des réponses. Donc le béton de chanvre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un matériau de remplissage isolant, non porteur, qui est constitué de chaux et de paille de chanvre, cultivé en local, à moins de 100 km de nos chantiers. Ce matériau-là, on l'utilise d'abord pour rénover des bâtiments anciens, pour améliorer leur performance thermique et aussi préserver le bâtiment. Mais rapidement, on l'a utilisé pour remplir des ossatures bois, réaliser des maisons qui sont extrêmement frugales parce qu'avec une stère de bois, on peut chauffer tout l'hiver. Ça représente 60 à 80 euros de budget pour chauffer sa maison en hiver. L'autre caractéristique de ce matériau... Donc là, vous répondez parfaitement à ce qui vient d'être dit. Je pense à 100%. Tout en disant, Yannick Lehagre, qu'à moins d'ossature bois, etc., vous ne pouvez pas vous passer complètement du béton. Ah non, et le béton, ça fait partie aussi, dans les bâtiments dans lesquels on intervient, il y a aussi du béton. On va faire des murs manteaux qu'on va poser sur des structures poteaux-poutres, béton métallique. Tout le monde s'entend bien. Voilà. Donc on ne se passera pas du béton pour son côté structurel, de toute façon. On ne fera pas tout avec des matériaux biosourcés. En même temps, quand on veut être écologiquement neutre, évidemment, un des défis, c'est de trouver des matériaux qui ne soient pas fabriqués à base de polluants. Ça fait partie des enjeux. Je me tourne vers vous, là, cette fois, Bastien Losfeld. Vous avez une entreprise de peinture à La Rochelle. Est-ce qu'il est possible de faire de la peinture biosourcée ou c'est un vœu pieux dans son efficacité, je veux dire? Non, aujourd'hui, c'est tout à fait possible de faire de la peinture biosourcée. On en trouve sur le marché. Une peinture biosourcée, c'est tout simplement une peinture traditionnelle dans laquelle on a remplacé un composé pétrochimique par un composé végétal. Ça peut être du tournesol, ça peut être du colza, il y a plein de systèmes différents. Autrement dit, on a juste remplacé quelque chose qui est issu d'une ressource fossile, par nature non renouvelable et fortement émettrice de CO2 à un moment donné ou à un autre de sa transformation, par quelque chose qui est issu du vivant, de la biomasse, et qui donc, si la ressource est correctement gérée, est renouvelable et durable. Et ce faisant,
On va tout simplement abaisser l'empreinte carbone du produit sur l'ensemble de sa durée de vie. Mais aujourd'hui, nous, on a commencé à appliquer des peintures biosourcées maintenant depuis de nombreux mois. On n'a pas de différence fondamentale, en tout cas sur les peintures intérieures, puisque c'est de ça aujourd'hui dont on parle essentiellement. Mais il y a des initiatives encourageantes sur les peintures extérieures. On sait que ça existe déjà sur les enduits. L'UPMF, aux côtés de la FIPEV, suivent ça très bien. Et on peut imaginer demain que ce soit étendu à plein d'autres produits de notre quotidien, d'école, mais peut-être même des produits plus techniques comme le ragréage fibré. Au-delà de vos 2 cas individuels, est-ce qu'il y a une demande pour ces nouveaux produits ou est-ce que ça reste confidentiel? Tu veux répondre en premier? Bon, je réponds. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous, localement, on soit submergés par cette demande, mais je pense que cette demande, elle va être grandissante. Voilà. Maintenant, ce n'est pas la raison pour laquelle on s'est lancé. On s'est lancé, je vais dire, avant tout par conviction. Alors tant mieux si demain, je vais dire, l'entreprise y gagne quelque chose, mais l'important, c'est que la planète y gagne. Yannick Lehague. Effectivement, on a une demande quand même croissante au niveau des particuliers et des gens qui exploitent leurs bâtiments parce qu'ils ont un gain direct sur le coût de l'énergie. Par contre, pour tout ce qui est promotion immobilière, le mouvement n'est pas, la massification n'est pas encore enclenchée. D'accord. Catherine Garniou, vous m'en voulez pas si je redonne la parole à Rudy Ricciotti un instant, parce que vous sentez à côté de vous qui piaffe Allez-y, madame. pour finir sur cette histoire de béton. Non, mais attendez, d'abord, c'est pas nouveau. C'est une tradition française d'intelligence et d'expertise depuis 2 siècles. La deuxième chose, on a des écoles d'ingénieurs, on a 200 filières de formation d'ingénieurs en France qui font qu'on a les ingénieurs, le plus d'ingénieurs par habitant. C'est une chance. Et ça fait qu'à un moment, on n'a pas attendu la grande messe environnementale. L'économie a déjà intégré depuis un moment les innovations pour aller sur du bas carbone. On fait Yannick Lehagre, c'est formidable quand même. Mais attendez, moi j'en ai fait. J'ai fait un collège avant qu'il crée son entreprise, probablement il y a 6-7 ans. Ici, en Ile-de-France. Donc vous êtes content quand vous entendez ces expériences? Ça fait plus de 20 ans qu'on fait du béton de chambre. En béton de chambre, l'intérêt, c'est qu'il y a des résidus, vous pouvez rouler un pétard avec. Par exemple, vous pouvez faire aussi non, mais là, c'est béton d'argile. J'en perds mon stylo. Attendez, un béton d'argile avec les résidus, vous pouvez faire de la poterie, Jean-Marie Clermaison. Ça fait plus de 20 ans que M. Lehagre fait avec la terre, vous remplissez les pots. Mais il n'y a pas que ça, il y a du béton de verre. On fait du béton avec des résidus de notre société. La modernité, c'est de faire comme dans la Rome antique, de recycler tous les déchets. C'est ça notre destin. Recycler nos déchets. Donc la recyclabilité peut conduire à faire du béton qui lui-même soit plus durable que celui qu'on a connu. Au moment, il y a même non mais attendez. Vicat fait même un béton carbone négatif. Vous imaginez? Pour l'instant, on ne le laisse pas développer. On ne le laisse pas développer. Ouais, je précise, parce que l'État est contre. Oui, par le biais des organismes de contrôle. Il faut entendre des trucs comme ça. Il n'y a pas un Vicat là, qui est au courant de ces bétons à carbone négatif. Allez dire, il essaie de l'installer sur la cité olympique, on l'empêche. Les innovations, c'est le secteur privé qui les porte. Et l'École nationale des ponts et chaussées. Voilà, c'est là qu'il y a des savoirs. Rudy Ricciotti, à votre gauche, il y a Catherine Garniou. Écoutez, Rudy Ricciotti, écoutez l'histoire de Catherine Garniou parce que nous, on adore son histoire et son entreprise. Catherine Garniou, vous êtes dirigeante d'une entreprise de menuiserie extérieure dans le Val-de-Marne. Vous êtes par ailleurs conseillère au Conseil économique, social et environnemental. Alors, quand on a préparé cette table ronde ensemble, vous avez dit que vous vouliez être présentée comme une chef d'entreprise engagée. C'est vrai que c'est un mot qui est parfois galvaudé. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors justement, je vais raconter une histoire aussi. Engagée, pour moi, c'est plus de 15 ans. J'ai repris l'entreprise familiale. Et en fait, déjà, j'ai commencé par le management participatif. Parce que pour moi, c'était important en fait, d'emmener l'équipe. Et en fait, je pense que c'est une difficulté que j'ai rencontrée à un moment. On a eu une importation massive des pays de l'Est. Donc, vous en parliez justement, pourquoi aller chercher des menuiseries qui viennent de très loin. Et en fait, en étant fabricant de proximité, je me suis dit, mais c'est quoi nos atouts? C'est quoi nos valeurs et notre ADN? Donc, en fait, j'ai travaillé sur l'ADN il y a 10 ans, 12 ans de la fenêtrière. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à parler de circuits courts. On produit localement. 95% de nos fenêtres sont distribuées localement. Et en fait, j'ai rajouté l'ancrage territorial et j'ai rajouté aussi l'économie circulaire. En 2 mots, pour préciser justement ce que vous faites concrètement pour participer, vous aussi, à la transition écologique.
Alors la transformation, pour nous, c'est du quotidien. Donc c'est effectivement, c'est réduire notre matière première, faire attention à notre consommation, comment on l'utilise. Donc on a fait du lean management, beaucoup dans la salle, je sais, on fait aussi ce programme. Le recyclage, on en parlait justement. On augmente au fur et à mesure notre pourcentage de recyclage. C'est aujourd'hui plus de 85% de notre matière qui est recyclée. Et on travaille même avec nos parties prenantes pour faire revenir les chutes de production chez notre gamiste. Donc c'est vraiment ça qui est important. On acculture aussi nos collègues de façon à justement à ce qu'ils rentrent aussi dans cette chaîne vertueuse. Et surtout, c'est aussi des collaborateurs qui participent activement, parce que c'est ça aussi le cœur d'une entreprise. On dit protéger, mais protéger, c'est aussi les collaborateurs qui contribuent vraiment au quotidien. Ouais. Ben oui, on vous applaudit, oui, absolument. C'est vrai. Et depuis le mois de juin, nous sommes certifiés Origine France Garantie, parce que ce n'est pas le tout de le dire, mais il faut savoir aussi le certifier. C'est une bonne histoire. Mais attendez, être patriote est honorable. Je suis désolé, être patriote, c'est honorable. Moi, je suis patriote. Voilà. En tout cas, comme architecte, c'est comme ça que je vois les choses. Donner du travail aux ouvriers en France, aux ingénieurs en France, aux entreprises en France. Et ce n'est pas un truc d'extrême droite, c'est un truc patriote. Ce n'est pas compliqué à comprendre, non? On y va. Alors, on parle d'entreprise. On parle d'entreprise et de bonnes pratiques. Et de proximité, madame. Nous avons réalisé un entretien avec Guillaume Poitrinal, qui a été longtemps patron d'Unibail Rodemco et qui a fondé Wood & Home, qui est une entreprise de promotion immobilière hurler après. bas carbone. Et on laissera Rudy Ricciotti s'énerver juste après. Écoutez. Nous allons tout changer et tout devoir bouleverser pour aller vers la civilisation du bas carbone. Nous consommons beaucoup de produits qui ont été fabriqués à grand renfort de carbone, et notamment par tous les pays qui continuent à produire leur électricité avec du charbon. Le charbon, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, on va extraire 9 milliards de tonnes de charbon en 2022, c'est-à-dire plus d'une tonne par personne habitant de la planète. C'est considérable. Donc, nous, aujourd'hui, les Français, les Occidentaux, on pollue peu, mais nous sommes les receleurs des émissions des autres. Des Chinois, des Indiens, et puis même des émissions allemandes, parce qu'ils extraient de la lignite. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on change, comment est-ce qu'on peut influer sur le monde? Je pense que la décroissance ne va rien apporter à la planète. L'investissement et l'innovation vont être des moteurs puissants de croissance économique. Aujourd'hui, on est capable de faire, grâce aux ingénieurs, grâce aux architectes, grâce aux entreprises qui nous accompagnent, grâce aux industriels, on est capable de faire des bâtiments bas carbone. Ce qui nous reste comme pouvoir, c'est un pouvoir de consommateur. Il faut réorienter la consommation du grand public vers le bas carbone. Et je pense que le grand public est prêt. Le tout, c'est de lui donner l'information. Tout le monde va mesurer le poids carbone de ce que l'on fait, de ce que l'on achète. La ville va de toute façon devoir se réadapter, on va devoir construire des gares, on va devoir changer un tout petit peu la physionomie de la ville. Eh bien, construisons cette ville avec des matériaux bas carbone, issus du recyclage, issus du biosourcé, avec le bois, avec le chanvre. Donc l'écologie positive, c'est tout ça. C'est-à-dire notre capacité, nous, à nous révolutionner. L'immobilier, d'ailleurs, est en avance aujourd'hui, avec le calcul très fin, très précis de l'empreinte carbone de tous les matériaux de construction. On est en train de faire dans le bâtiment cette révolution, finalement sans subvention, sans interdiction, là où les éoliennes sont très subventionnées, et puis et où la voiture électrique est très subventionnée également. Eh bien, nous, on a réussi à le faire sans subvention. C'est formidable, c'est un exemple pour le reste de l'économie. L'immobilier, le bâtiment est en avance, je le dis, sur le reste de l'économie. Qu'est-ce qui peut permettre d'être enthousiaste aujourd'hui? La compréhension de l'environnement, c'est-à-dire inévitablement, on va passer au bas carbone. Ceux qui ont compris ça vont adapter leurs entreprises, vont adapter leur mode constructif, vont trouver des solutions, et pour eux, il y aura un grand avenir, bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, Rudy Ricciotti? Oui, mais c'est générique ce qu'il dit, mais ça vaut à la peine un discours qui a pour objet d'accabler les industries du béton
que ce soit clair. Et d'ailleurs, on ne dit pas le béton, on pourrait dire les bétons. Il y a une grand-mère des... La preuve. C'est extrêmement savant. Il y a une grand-mère des bétons avec des liants, des agrégats. Savez-vous, par exemple, qu'à Marseille, il y a une carrière gigantesque qui recycle la totalité des déchets du bâtiment de tous les Bouches-du-Rhône. La totalité est recyclée sous forme de gravier avec les granulométries adaptées, etc. Et qui permet de rebâtir du béton. Il a un discours culpabilisateur pour ceux qui ne sont pas dans le bois, c'est ça. D'accord. Et là, on n'est pas là pour opposer les uns aux autres, par ailleurs. Catherine Vergniaud, une réaction très rapide. Très rapide. Une réaction très rapide. Sur ce qui vient d'être dit par Rudy Ritchie. Sur ce que vous voulez, Catherine. Non, mais ce qui est important, effectivement, il faut quand même regarder le cycle total du produit. Parce que si effectivement il a traversé l'Atlantique, dans ces cas-là, votre bilan carbone, il est mauvais. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous les parties prenantes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, à travers nos bilans carbone. Je sais que tu l'as fait aussi, Bastien. Et en fait, ça nous permet de comprendre comment on produit, et surtout comment on va pouvoir faire bouger les lignes. Et je rejoins Rudy sur le... En fait, on est là aussi pour faire du durable. Et le durable, en fait, c'est quelque chose qui est efficace justement pour le bilan carbone et pour notre planète. Donc, en fait, moi, je vois, j'ai lancé une marque qui s'appelle Made in Fenêtre, où, en fait, je fais une fenêtre qui est évolutive dans le temps. Parce qu'en fait, elle va au-delà simplement des 10 ans. C'est 20 ans, c'est 30 ans. Elle peut aussi se modifier au niveau de son vitrage. Elle peut se modifier au niveau de ses finitions. Et en fait, le but, en fait, pour nous, je pense, toutes les entreprises du bâtiment, c'est faire du beau, de l'utile et du durable. Et qui est consubstantiel à l'innovation de ce que vous dites. Bien sûr, l'innovation, elle rentre forcément. Et on le voit tous, on travaille des produits innovants. Yannick Lehagre, j'aimerais bien avoir une réaction à ça aussi. Effectivement, vous qui êtes dans le bâtiment. Nous, effectivement, on a une réflexion territoriale sur nos approvisionnements. Donc forcément, on agit là-dessus, mais on agit aussi en stockant aussi du carbone, parce que le chanvre stocke autant qu'un hectare de chanvre, stocke autant qu'un hectare de forêt. Et aussi, dans la durabilité, ce sont des matériaux qui ne perdent pas leur performance thermique dans le temps. Moi, les bâtiments que je construis, dans 60 ans, je sais qu'ils auront la même performance thermique, que ce soit l'été comme l'hiver. Donc effectivement, réduire ces circuits, avoir une réflexion territoriale, maîtriser ses approvisionnements et construire. On construit à zéro carbone, là, donc on stocke du carbone. Bastien Lecelt. Je pense que dans le flou artistique dans lequel on est tous sur la question environnementale, un des bons leviers pour pouvoir y voir clair, chacun à notre niveau, c'est effectivement de mesurer, c'est-à-dire de faire un bilan carbone de chaque entreprise. Et chaque entreprise est différente. Elle va avoir une empreinte carbone différente, mais ce qui constitue cette empreinte carbone est très différente d'un métier à l'autre. Nous, on a fait cette mesure, on a constaté que 80% de notre empreinte, c'était quoi ? C'était nos intrants, c'est-à-dire nos peintures, essentiellement sur la fabrication. Donc on sait comment agir. François Gémen, un petit mot de conclusion. Et comme vous avez un très mauvais bilan carbone avec Sharm el-Sheikh, vous allez devoir faire une conclusion très courte. Promis. Non, simplement, je voudrais revenir sur deux termes que Rudy Ritchie a employés et qui me paraissent très importants. Les concepts de durabilité et de territorialité. La question de la durabilité est très importante parce qu'effectivement, une empreinte carbone, ça se mesure aussi dans le temps. Et on a aujourd'hui en France, il faut le dire, un parc de logement qui est parfois en très mauvais état. Encore récemment, on a 2 immeubles qui se sont effondrés en plein centre de l'île. Il y a vraiment un gros enjeu de rénovation thermique des bâtiments. C'est bon pour le climat, c'est bon pour les gens qui peuvent réduire leur facture énergétique, c'est bon aussi pour le secteur du bâtiment et c'est une source d'emploi non délocalisable en France. Et donc vraiment, je crois qu'il y a un enjeu aussi sur l'attractivité des métiers du bâtiment pour cela et ne pas voir systématiquement la lutte contre le changement climatique comme une contrainte à laquelle il faut se plier, mais aussi comme un projet qui peut nous emmener vers l'avant. Ok. Non, ça y est, Rudy Ritchie, on est pris par le temps. Une réaction en 10 secondes. On a des millions de mètres cubes de terre dans les travaux du Grand Paris. Que va-t-on en faire? Il faut les utiliser pour faire des volumes de façade qui sont inertes du point de vue acoustique, du point de vue thermique,
Bon, il faut trouver le liant. Bon, il y a des gens qui bossent là-dessus pour trouver le liant. Donc, recycler l'existant. Il faut travailler là-dessus. OK. Merci infiniment Merci beaucoup à vous quatre. Merci. Évidemment à François Gémen. Au revoir. À bientôt. Vous étiez très bon. Vous étiez très bon. Merci beaucoup.